Eh bien, bonjour à nouveau à tous et toutes. Bienvenue pour ce séminaire, cet atelier de sensibilisation qui a pour thématique l'éco-conception pour tous. A priori, le nombre de participants ce matin, vous êtes nombreux à vous sentir concernés par cette thématique, donc c'est super, bienvenue. Je vous rappelle pour celles et ceux qui Salut. Il y a un bruit de fond, Quentin. Je pense qu'il faut que tu éteignes ton micro. Donc, on est ensemble ce matin pour 1 heure autour de cette thématique. Je vous rappelle simplement que les rendez-vous de conception sont organisés de façon mensuelle en coordination entre ReFashion, enfin mandaté par ReFashion et animé par Auré. Donc, que je représente aujourd'hui, donc je suis Clotilde Champetier, responsable économie circulaire chez Auré. Je suis accompagnée de Mathilde Desvignes, qui est chargée de mission économie circulaire chez Auré également. On est nombreux ce matin, nombreuses aussi pour animer cet atelier. Il y a Adèle Routiot qui va prendre la parole dans un instant, qui est responsable éco-conception chez ReFashion, qui est avec Quentin Solier de ReFashion également. Et on a le grand plaisir d'avoir Clara Barry qui va vous dire plein de choses, de vous présenter la démarche, on aura le temps d'y revenir, mais Clara Barry du pôle éco-conception comme intervenante pour cette thématique. Je vous l'ai dit, on est ensemble pour jusqu'à 10h30. Adèle, je vais te laisser présenter les objectifs de l'atelier. Avec plaisir, merci beaucoup Clotilde. Donc on est très content de faire cette session ce matin pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on lance les rendez-vous de l'éco-conception depuis fin novembre de l'année dernière, 2020. Et on n'avait pas encore eu l'occasion de faire une session sur le b.a.-ba de l'éco-conception, qu'est-ce que c'est, quels sont les grands principes, etc. Donc on est très content de pouvoir la faire ce matin, bien accompagnée avec Clara. Donc on espère que ça répondra tout à fait à vos besoins. Merci beaucoup Adèle. Et donc, sans plus tarder, avant de donner la parole à Clara, on va vous mettre un lien dans le chat. Et on avait envie un peu de savoir d'où vous partez en vous posant la question suivante. Pour vous, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? Et donc, dans un instant, vous allez avoir un lien dans le chat sur lequel on vous invite à cliquer. Et en fait, vous pouvez mettre différents mots. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça peut évoquer plein de choses différentes. Et on va voir au fur et à mesure un nuage de mots qui va s'afficher sur la slide. Donc, allez-y. Le chat, donc le lien dans le chat, c'est sur Menti. Alors, je vois qu'il y a des gens qui commencent à répondre dans le chat. L'idée, c'est d'aller sur le site. Donc, Adèle vous a écrit un petit message, donc www.menti.com, et vous pouvez utiliser le code qui est affiché, donc 77 19 72 67, et vous pouvez commencer à rentrer les différents mots. Sur qu'est-ce que ça fait, ça arrive. Certaines personnes arrivent à renseigner, donc ça fonctionne, formidable. C'est ça. On commence à avoir des mots à apparaître. Alors, sachant que plus les mots vont être donnés, plus ils vont être gros sur l'image. Donc là, on commence à voir responsabilité en très gros. Super. ACV. Ça va trop vite pour que je puisse commenter. ACV, durabilité, respect de l'environnement. Super. On va se laisser une petite minute le temps que tout le monde puisse participer. Et que, voilà. La durabilité ressort beaucoup, visiblement. Ouais. Responsabilité aussi, évidemment, environnement, écologie. Avenir aussi. Analyse du cycle de vie. Super. Innovation. Ok, eh ben c'est super. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez continuer à mettre vos mots, puisqu'en plus on va le garder comme ça, ce sera
Ça pourra nous servir comme support pour la suite. Ok. Analyse du cycle de vie, innovation, ça c'est intéressant que vous nous parliez d'innovation sociale également. Pourquoi pas? Ok. Eh ben, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'est intéressant, c'est une bonne façon de communiquer. Et ben, on va pas vous laisser là-dessus, on va vous apporter quelques éléments de réponse et donc je vais donner la parole à Clara, donc, que j'ai commencé à présenter. Clara Barry, vous êtes ingénieure en éco-conception, animatrice du projet éco-textile au Pôle éco-conception. Est-ce que vous pouvez partager vos slides et prendre la parole? Je vous laisse répondre compléter ce qui a été dit. Merci Clotilde pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez tous bien. Super. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà, normalement c'est bon pour tout le monde. Oui. Alors, donc, rapidement, comme vous l'avez dit, donc, je suis ingénieure éco-conception au Pôle éco-conception, qui est le centre de ressources nationales sur l'éco-conception. Et j'accompagne des entreprises du secteur textile dans l'initiation et la structuration de leur démarche d'éco-conception. Donc, rapidement, pour détailler mon travail. Donc, je vais répondre tout de suite à cette question de qu'est-ce que l'éco-conception. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de propositions, dont la durabilité. Alors, donc, durabilité en lien avec l'environnement, mais aussi, du coup, la durée de vie. Les deux comptent. Environnement aussi, évidemment. Donc, je vais reprendre les mots que vous avez cités et approfondir un peu le concept. D'abord, je vais commencer simplement par une phrase. L'éco-conception, c'est d'abord penser aux conséquences environnementales dès la conception. Donc, on se positionne dans le développement de produits et on va essayer de limiter les impacts environnementaux en ayant une réflexion globale sur le cycle de vie du produit et en assurant la performance du produit. Parce que le produit éco-conçu doit être aussi performant qu'un produit non éco-conçu. Donc, je vais vous présenter les points essentiels à retenir sur l'éco-conception. Donc, d'abord, c'est une approche produit. Donc, on s'intéresse vraiment à un produit spécifique et à l'ensemble de son cycle de vie. Donc, on n'est pas sur une entreprise ou sur un organisme, où là, on s'intéresserait plutôt aux activités d'un site même. Par contre, dans une approche produit, on est plutôt sur un produit spécifique, sachant que dans une approche organisme, on produit rarement de A à Z un produit dans le même site. Donc finalement, voilà, c'est deux approches totalement différentes, mais complémentaires, puisque si on améliore un site, on améliore une petite étape du cycle de vie d'un produit. Donc là, on va aller au-delà d'une entreprise, parce qu'on doit visualiser, agir sur d'autres étapes du cycle de vie qui interviennent dans la chaîne de valeur textile. Donc, on va avoir une approche multi-étapes, qui est le deuxième point important de l'éco-conception. Donc, multi-étapes, parce qu'on s'intéresse à toutes les étapes du cycle de vie, donc du choix des matières premières, en passant par l'assemblage des différents matériaux en fabrication pour former le produit fini, les étapes de logistique, de transport, qui interviennent un peu partout au cours du cycle de vie du produit, mais qu'on a représenté par une seule étape. Et dedans, ça comprend aussi tout ce qui est emballage, stockage, vente. Puis, on a l'étape d'usage par les consommateurs et d'entretien, du coup, pour les produits textiles. Et l'étape de fin de vie, où là, on va vers les différentes filières de fin de vie. Et donc, nous, on se positionne en éco-conception en amont de ce cycle de vie pour avoir une vision globale. Et donc là, je vous présente le cycle de vie plutôt générique d'un produit. Mais pour le textile et pour chaque type de produit, il y a différentes sous-étapes dans ces grandes étapes. Et quand on cherche à faire de l'éco-conception, on cherche à intégrer l'ensemble de ces étapes, comprendre où se situent les impacts environnementaux. Et par des choix de conception réalisés en amont, du coup, on va essayer de les réduire. Et donc, le cycle de vie textile, il est connu pour être complexe, avec une chaîne de valeur un peu qui vient de différents secteurs. On a une partie qui est agricole, une partie qui est de chimie, et aussi des éléments métalliques qui interviennent. Donc, on a différents acteurs, différentes compétences, et il est important de pouvoir, de savoir
quel sujet on maîtrise dans notre cycle de vie et quelles étapes on va pouvoir influencer. Et ensuite s'entourer des parties prenantes qui, eux, peuvent nous aider à maîtriser ces différentes étapes. Je travaille avec beaucoup d'entreprises qui, du coup, sont en négoce et achètent des produits finis. Donc, ils n'ont pas forcément la main sur les étapes de matières premières et de fabrication. Et ils maîtrisent seulement le cahier des charges du produit. Et donc, ils ne pourront pas faire les mêmes stratégies d'éco-conception que quelqu'un qui maîtrise ces étapes-là. Donc, voilà, il faut comprendre ces différentes nuances quand on se lance dans l'éco-conception. Ensuite, l'éco-conception, c'est une approche multicritère, donc avec approche produit multi-étapes. On a aussi multicritères. Et donc là, on doit avoir une vision sur différents critères d'impact environnementaux. Donc, on connaît bien l'effet de serre, donc le changement climatique. Mais l'idée, c'est d'avoir justement une vision sur différents critères et pas seulement celui-là. Donc là, je vous ai mis une petite liste. On retrouve l'eutrophisation de l'eau, qui est relatif à un indicateur de la pollution de l'eau. Il y a l'acidification, la consommation d'énergie non renouvelable. Et l'idée, c'est de faire un choix sur des critères intéressants à étudier qui sont différents en fonction du type de produit qu'on souhaite éco-concevoir. Il y a des recommandations pour les produits textiles, donc selon le référentiel de l'affichage environnemental textile, les indicateurs pertinents pour ce type de produit, ce serait l'effet de serre, l'eutrophisation de l'eau, la consommation de l'eau. Et dans un second plan vient la consommation d'énergie, l'épuisement des ressources. Et voilà, donc ce sont des recommandations, mais il n'y a pas de règles. Hein. On ne peut pas forcément étudier tous les critères d'impact, mais juste c'est important d'avoir cette vision multicritère. Donc là, c'est ces différents critères d'impact qu'on peut quantifier par des outils d'ACV, donc un mot qui ressortait beaucoup dans la définition d'éco-conception. Ces outils d'ACV, donc d'évaluation environnementale, permettent de quantifier ces impacts. Donc ça joue un rôle important au sein d'une démarche d'éco-conception. Mais on peut aussi prendre en compte des critères d'impact qui ne sont pas forcément quantifiables par l'ACV, qui a ses limites. Comme par exemple, dans le textile, il y a un indicateur qui est souvent pointé du doigt, qui est la quantité de microplastiques rejetés lors de l'entretien des textiles, qui peut être un indicateur qu'on peut prendre en compte, malgré le fait qu'il n'est pas quantifié par cet outil d'évaluation environnementale. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir cette vision multicritère et de la mettre en cohérence avec l'approche multi-étape. Et donc à chacune des étapes du cycle de vie, on va avoir cette vision sur les différents critères d'impact environnementaux qu'on a sélectionnés. Alors un point d'attention, c'est qu'il faut éviter avant tout les transferts d'impact, que ce soit d'une étape du cycle de vie à une autre ou d'un critère d'impact à un autre. Je vous ai mis un rapide exemple de transfert d'impact. Donc là, on va partir de l'exemple du coton. Le coton, c'est une matière qui, au cours de sa culture et de ses process de fabrication, consomme beaucoup d'eau. Il utilise les sols par sa culture et il pollue les eaux avec notamment l'utilisation de pesticides, d'engrais, etc. Donc, pour essayer de réduire ces impacts, si on se focalise sur ces indicateurs, on peut faire un choix de conception qui est de passer du coton au polyester. Donc là, on sait que le polyester, en fait, ça consomme beaucoup moins d'eau, ça n'utilise pas les sols puisque ça ne se cultive pas, et ça pollue moins les eaux. Donc, ça pourrait être une solution. Sauf qu'on voit, avec cette vision multicritère, que d'un autre côté, il y a un transfert d'impact. Parce que le polyester, certes, ça consomme moins d'eau, mais ça consomme plus de ressources rares puisque ce n'est pas une ressource renouvelable. Et ça consomme plus d'énergie à être transformé. Donc là, on peut se demander si le produit serait vraiment éco-conçu par ce changement de matière, parce qu'on a fait des choix de conception qui sont concentrés sur certains indicateurs, mais il peut y avoir des répercussions sur d'autres indicateurs finalement. Donc c'est aussi pour ça que l'approche multicritère est aussi importante que l'approche multi-étape. Ça permet de voir s'il y a des répercussions négatives sur d'autres indicateurs d'impact. Alors, éviter les transferts d'impact, c'est compliqué, c'est parfois même impossible, mais l'idée, c'est de les identifier avant tout et d'essayer de les maîtriser. Et il faut aussi
l'objectif global, c'est quand même de réduire de façon transversale les impacts, malgré les transferts. Donc voilà un petit exemple de transfert d'impact. Donc l'éco-conception, c'est un peu, c'est une question de nuance et éviter les transferts, c'est très important. Donc là, ça montre la complexité un peu du concept et aussi d'un changement de matière. On demande souvent quelle matière est la moins impactante. Donc là, c'est un exemple pour vous montrer que y a pas, ça dépend de beaucoup d'impacts, de beaucoup de critères, de beaucoup de facteurs. Donc déjà, ça dépend là du critère d'impact que vous regardez, mais ça dépend aussi avant tout de la performance que vous souhaitez, parce que chacune des matières ne permet pas de répondre à la même fonction. Chacun a des propriétés différentes, donc en fonction des propriétés que vous souhaitez pour votre produit, c'est vers les matières qui permettent d'y répondre qui doivent être privilégiées. Et ensuite, les différentes matières n'ont pas forcément les mêmes impacts selon les différents outils d'évaluation environnementale aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué de définir, de dire cette matière est la moins impactante qu'une autre. Ensuite, le dernier point, c'est que l'éco-conception, c'est une approche de compromis entre les contraintes environnementales et toutes les contraintes d'un projet classique. Donc si on parle seulement d'environnement, on va créer un produit qui sera le moins impactant possible. Donc d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental, c'est génial, c'est super intéressant. Mais par contre, si le produit ne répond pas aux contraintes du cahier des charges, s'il est trop cher, s'il ne répond pas aux attentes du marché, si le temps de développement est trop long, le produit, oui, on aura créé le meilleur produit pour l'environnement, mais il ne sera pas utilisé, il sera sur une étagère. Donc finalement, ça n'aura pas d'intérêt. Donc l'objectif, c'est vraiment que le produit éco-conçu remplace un produit non éco-conçu sur le marché. Donc pour ça, il faut faire des compromis entre les contraintes de performance environnementale et toutes les autres contraintes du cahier des charges. Et cet angle de vue, finalement, ça permet aussi de remettre en question le cahier des charges du produit, de le discuter, de remettre en question les contraintes que l'industriel a pu imposer sans forcément trop savoir pourquoi et qui peuvent être surdimensionnées. Donc potentiellement, ces contraintes, elles peuvent devenir des marges d'éco-conception. Donc il faut utiliser l'environnement un peu comme une contrainte supplémentaire du cahier des charges qui permet d'apporter un angle de vue différent et qui est vecteur d'innovation. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour sur la définition de l'éco-conception. J'espère que ça a permis de répondre à vos questions. Donc je reprends juste les différents points. Donc c'est une approche produit qui s'intéresse à toutes les étapes du cycle de vie, donc multi-étapes et aussi multi-critères avec une vision sur différents critères d'impact. Il faut essayer d'éviter les transferts d'impact et c'est une approche de compromis entre les contraintes environnementales et les contraintes d'un projet classique. Merci beaucoup Clara, c'était très clair. On a effectivement deux questions, mais donc ça me donne l'occasion de vous dire, pour celles et ceux qui ont des questions, on aura un temps en fin d'atelier pour y répondre. N'hésitez pas à plutôt utiliser la partie questions et réponses plutôt que le chat, c'est plus facile pour nous pour faire la sélection des questions. Et surtout, n'hésitez pas parce qu'on a vraiment prévu un temps pour y répondre. On va continuer avec une autre partie, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de l'éco-conception. Et pour ça, on vous a proposé un petit quiz avant de vous donner des éléments de réponse. Vous allez en principe voir comme moi sur votre écran les questions suivantes. Vous avez la possibilité d'y répondre. Je les nomme, les questions. Est-ce que, selon vous, l'économie de la fonctionnalité est un niveau d'éco-conception? Donc là, vous avez le choix entre vrai ou faux. On aura l'occasion on précisera pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité. J'imagine que Clara, vous le redéfinirez en 1 minute. Ensuite, la deuxième question. Réduire l'empreinte environnementale de son produit involontairement en optimisant les coûts n'est pas considéré comme faire de l'éco-conception. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux? Et enfin,
Un produit éco-conçu l'est de façon absolue. Une fois la démarche d'éco-conception réalisée, plus aucune amélioration n'est possible sur le produit. Donc, je vous les ai donnés à voix haute, mais je vois bien que vous êtes très nombreux à répondre déjà. On va se laisser encore peut-être 30 secondes. Même si on commence à avoir des tendances fortes se dessiner. Presque 100 répondants. Ouais, ça y est, on est à presque 100 répondants sur 156. Allez, on se laisse encore 10 secondes. Et Quentin, je pense que tu peux mettre fin au sondage. On va regarder les réponses. Donc, l'économie de la fonctionnalité est un niveau d'éco-conception. Vous êtes 61% à penser que c'est vrai. Clara, je vous laisserai peut-être répondre à ça. Enfin, je vais commenter les réponses et puis je vous laisserai les commenter. Enfin, je vais nommer les réponses et je vous laisserai les commenter. Ensuite, réduire l'empreinte environnementale de son produit involontairement en optimisant les coûts n'est pas considéré comme faire de l'éco-conception. Vous êtes 40% à penser que c'est vrai. Et pour la troisième question, un produit éco-conçu l'est de façon absolue. Une fois la démarche d'éco-conception réalisée, plus aucune amélioration n'est possible sur le produit. Vous êtes 96% à penser que c'est faux. Et a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Clara, je vous laisse prendre la parole. Clara, le micro est coupé et Clotilde aussi. Oui, tout à fait, vous parlez dans le vide. Donc, je vois, selon les réponses, que la tendance est plutôt dans le... Enfin, vous avez plutôt raison, majorité. L'économie de la fonctionnalité est bien un niveau d'éco-conception, c'est le plus haut niveau, mais je vais y revenir. La deuxième question qui est sur si on réduit les coûts en réduisant l'empreinte environnementale, est-ce que c'est considéré comme de l'éco-conception? La réponse est oui. Du coup, la réponse était faux. Parce que la phrase était contraire. Donc, c'est le premier niveau d'éco-conception, quand on fait de l'éco-conception sans vraiment le savoir. Et la troisième question, un produit éco-conçu l'est de façon absolue. Une fois la démarche d'éco-conception réalisée, aucune amélioration n'est possible. C'est faux, parce que oui, l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue. Et je vais y revenir avec ma petite présentation. Je vais repartager mon écran si possible. Alors. Oui, c'est bon, Clara, on voit votre écran. Super. Alors, quand est-ce qu'on peut dire qu'un produit est éco-conçu? C'est une question qui revient souvent en formation. Est-ce que c'est à partir de 5% de diminution de l'empreinte environnementale, 10%, 15%? En fait, il n'y a pas de définition propre. Un produit qui diminue de 5%, c'est son empreinte environnementale, et un autre qui la diminue de 50%, les deux sont des produits éco-conçus finalement. Et aussi, du coup, c'est une démarche d'amélioration continue, parce que le produit éco-conçu doit être revu régulièrement en fonction des évolutions technologiques, de la demande du marché, ça peut être de la stratégie d'entreprise aussi qui a évolué, ou de l'avancement des concurrents. Donc, avec le temps, il y a d'autres pistes d'éco-conception, de réduction d'impact environnemental qui vont émerger. Et donc, c'est pour ça que la démarche d'éco-conception doit être une démarche d'amélioration continue. Alors, on distingue 4 niveaux d'éco-conception. Donc, bien qu'un produit éco-conçu n'ait pas de définition propre, il y a quand même des niveaux qu'on peut distinguer en fonction des efforts qu'une entreprise est prête à mettre dans la démarche. Donc, on a les 2 premiers niveaux d'éco-conception, qu'on appelle l'éco-reconception, où là, le produit est similaire à ce qui existe déjà. Mais on va essayer d'augmenter sa performance environnementale, et on est sur un niveau d'éco-efficacité qui est plutôt faible. Et les 2 autres niveaux, on est plutôt sur de l'éco-innovation, et là, on revient à la fonction même du produit, et on va peut-être trouver une solution qui est complètement différente, mais qui va permettre de répondre à la même fonctionnalité.
Alors, pour le niveau 1, là, on est dans de l'optimisation de produits qui est liée cette fois donc, à la réduction des coûts, comme c'était présent dans le quiz. Donc, même si on réduit, les impacts environnementaux sans faire exprès, c'est considéré comme de l'éco-conception parce que, par définition, on diminue les impacts. Ensuite, le niveau 2, là, il y a un objectif réel de performance environnementale. On a une réflexion plus importante sur le produit et qui est reliée à l'environnement. Mais on reste dans le produit, on l'améliore. Le niveau 3, par contre, donc là, on est sur un nouveau concept qui peut impliquer des partenaires externes à l'entreprise. Et ce nouveau concept, il peut un peu casser les codes de marché et être en rupture avec ce qui existe déjà. Ensuite, le niveau 4, donc là, on est sur l'innovation du système. C'est un nouveau concept de système, on n'est plus sur un produit. Et ça nécessite souvent un changement culturel. Et donc là, on parle notamment de l'économie de la fonctionnalité, qui est, pour le rappeler rapidement, on ne va plus vendre le produit, mais on va vendre le service associé, donc la fonction que remplit le produit. Et donc pour les textiles, ça voudrait dire, pour des vêtements, ça voudrait dire, c'est comme un service de location, donc on pourrait dire louer un t-shirt, le récupérer, si je me place comme une entreprise, je fais louer des t-shirts, je les récupère s'ils ne répondent plus à leur fonction, donc s'ils se déchirent ou s'ils ne plaisent plus. Et il faudra les reconditionner et les relouer jusqu'à ce que le reconditionnement soit plus possible. Sauf que l'objectif de l'économie circulaire, c'est vraiment de réduire les impacts environnementaux des produits. Donc, ce n'est pas un simple système de location. Et avec ce système, donc l'entreprise doit faire en sorte que le vêtement soit le plus durable dans le temps possible, qu'il soit utilisé le plus possible pour avoir une durée de vie plus longue finalement qu'un produit classique. Donc, elle va mettre en place des stratégies pour augmenter la qualité du produit et sa durée de vie. Et donc dans le secteur textile, ce concept a du potentiel. On pourrait dire qu'il est intéressant puisque la durée d'utilisation moyenne des vêtements est quand même inférieure à la durée de vie réelle. Mais ça demande du coup un changement culturel. Et aujourd'hui, on est quand même très attaché à la propriété de nos vêtements. Donc il y a différents niveaux d'éco-conception en fonction du coup des efforts que l'entreprise est prête à mettre dans la démarche. Donc voilà, en fonction de l'implication, de son implication, en fonction des compétences qu'elle met dedans, du temps, des moyens financiers. Voilà, il faut définir en fait le niveau d'éco-conception avant de se lancer dans une démarche. Ok, merci beaucoup Clara pour ces précisions. Alors, juste pour compléter, donc on vous a un tout petit peu parlé d'économie de la fonctionnalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la combinaison de ces deux piliers de l'économie circulaire font qu'ils explosent en termes d'efficacité environnementale. Enfin, c'est des rapports, c'est des effets de synergie qui font que ça renforce donc les systèmes de location dont parlait Clara. Et juste pour rendre aussi, en complément, la durée d'usage réelle du produit n'est pas la même que celle que la durée de vie. Ça veut dire que concrètement, on produit des vêtements qui pourraient durer plus longtemps en fait, on les utilise moins longtemps. Donc, on les utilise avant, on les jette, on s'en sépare avant qu'ils soient réellement finis. Voilà. Donc pour continuer, on vous a parlé de l'éco-conception. J'imagine qu'à ce stade, c'est plus clair qu'est-ce que c'est. On va évidemment pas vous laisser là-dessus. On va maintenant vous parler de concrètement comment on fait. J'imagine que vous êtes tous venus pour savoir ça. Une fois qu'on sait ce qu'on va faire, c'est pas mal de savoir comment on va le mettre en place. Et donc, pour poursuivre, on vous a préparé un dernier petit quiz et Clara reprendra la parole. La première question qu'on voulait vous poser. Pour commencer un projet d'éco-conception, quelle est la première étape de la démarche à mettre en place? Est-ce que c'est réaliser une ACV, donc analyse du cycle de vie? Est-ce que c'est définir les stratégies d'éco-conception vers lesquelles on souhaite se diriger? Ou est-ce que c'est choisir un produit? Donc, allez-y, vous pouvez commencer à répondre à ça. Je vois qu'il y en a déjà qui commencent d'ailleurs. Ensuite, la deuxième question,
La communication environnementale fait-elle partie des étapes d'une démarche d'éco-conception? Oui ou non? Et ensuite, la troisième question qu'on voulait vous poser, quelle est l'étape la plus stratégique pour une entreprise dans une démarche d'éco-conception? Est-ce que c'est le dimensionnement du projet? Est-ce que c'est la réalisation de l'évaluation environnementale? Ou est-ce que c'est le choix des stratégies d'éco-conception? Donc, allez-y, je vois que vous êtes déjà bien nombreux, là, à nouveau. On va se laisser encore encore 20 secondes. Et puis Clara, je vous laisserai directement commenter. Ok. Donc vous êtes 150 ce matin, vous êtes environ 110 à avoir répondu. Là encore, on voit des tendances assez fortes se dessiner pour la question 2 et la question 3. Quentin, je pense que c'est bon. Tu peux mettre fin au sondage. Merci. Clara, je vous laisse la parole. Merci Clotilde. Alors, donc pour la question 1, quelle est la première étape pour commencer un projet d'éco-conception? On a 44% des réponses qui disent qu'il faut définir les stratégies d'éco-conception vers lesquelles on souhaite se diriger, et un peu au coude à coude avec choisir un produit, 43%. La réponse, c'est choisir un produit, parce qu'on ne peut pas définir des stratégies avant même de savoir sur quel produit on va éco-concevoir finalement. Donc, je vais y revenir quand je vais dérouler les étapes de la démarche. Mais c'est vraiment la première étape à réaliser. Ensuite, deuxième question, la communication environnementale fait-elle partie d'une étape de la démarche? À 77%, vous avez répondu oui, et vous avez raison. C'est important de pouvoir valoriser ces efforts au sein de la démarche. Troisième question, quelle est l'étape la plus stratégique dans une entreprise, dans une démarche d'éco-conception? Vous êtes 63% à avoir répondu que c'est le choix des stratégies d'éco-conception, 24% pour la réalisation de l'évaluation environnementale et 13% pour le dimensionnement du projet. Mais la réponse, c'est vraiment le dimensionnement du projet, qui est la première étape aussi avec le choix du produit. Un peu comme je vous l'ai dit, les différents niveaux d'éco-conception, c'est important de définir avant de se lancer dans une démarche vers où on souhaite se diriger finalement. Parce que les stratégies d'éco-conception, il y en a qui demandent plus de temps, plus d'argent, plus de compétences, et il faut avoir défini en amont quelles sont les capacités qu'on a en interne pour ne pas partir sur des stratégies finalement qu'on ne pourra pas mettre en œuvre. Donc voilà pour les résultats de ce quiz. Je vais essayer d'y répondre aussi en déroulant les étapes de la démarche. Je vais repartager mon écran. C'est bon. Ok, nickel. Alors, donc, il y a 6 étapes dans la démarche d'éco-conception. Première étape, donc, c'est identifier les enjeux pour l'entreprise et choisir le produit à éco-concevoir. Et cette étape, elle est souvent négligée par les entreprises, mais c'est vraiment la plus stratégique. Alors, identifier les enjeux, c'est connaître les opportunités et les capacités de l'entreprise, donc les opportunités externes et les capacités internes pour la mise en place de la démarche. Et c'est important de définir ce positionnement maintenant, parce que ça conditionne les efforts qui vont être mis dans la démarche d'éco-conception. Donc ça permet de dimensionner le projet. Donc là, on est vraiment sur définir le contexte de l'entreprise et partir sur un produit. Ensuite, on passe à l'étape numéro 2, qui est l'évaluation environnementale du produit qu'on a choisi d'éco-concevoir. Donc là, on analyse les impacts environnementaux de ce produit-là. On voit où se situent les impacts, et c'est là qu'on peut utiliser des outils d'analyse de cycle de vie. Ensuite, la troisième étape, c'est l'étape de recherche de pistes d'éco-conception. Donc là, on est sur une étape de créativité. Donc une fois qu'on a vu où se situaient les impacts, on va chercher à les diminuer en cherchant des idées. Et puis ensuite, il va falloir choisir parmi toutes ces idées. Donc c'est l'étape de prise de décision. Et là, on va analyser la faisabilité technique, économique de chaque solution et faire des compromis pour que le produit reste attractif et performant pour son usage, tout en étant éco-conçu et en diminuant les impacts.
Alors ensuite, on a la 5e étape, qui est l'évaluation environnementale comparative, où là, donc une fois que le produit est éco-conçu, prototypé, on va évaluer le gain environnemental qu'on a obtenu par rapport à l'évaluation environnementale du produit initial. Et c'est là que du coup, on voit s'il y a des transferts d'impact. Et une fois qu'on a vérifié qu'il n'y en avait pas, c'est l'étape de mise sur le marché de communication environnementale pour valoriser les efforts réalisés et essayer de communiquer de la façon la plus pertinente possible et éviter le greenwashing dans cette étape. Alors, je voudrais juste revenir sur les outils d'analyse de cycle de vie qui sont beaucoup revenus dans le nuage de mots. Ils concernent l'étape B et E. Donc, l'évaluation environnementale, c'est une étape importante de la démarche, mais ce ne sont pas les seuls outils d'évaluation environnementale qui existent, puisque l'ACV demande quand même beaucoup de moyens. Ça demande de récupérer beaucoup d'informations sur des produits et ça demande du temps. Et il y a d'autres outils d'évaluation environnementale un peu plus simplifiés par lesquels on peut commencer pour une première démarche d'éco-conception et qui font tout à fait l'affaire. Donc s'il y a un manque de temps, d'argent, c'est pas tout à fait possible de se lancer dans une démarche d'éco-conception. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, on va passer aux questions et réponses. Je vous rappelle que donc il y en a quelques-unes qui sont arrivées. N'hésitez pas à continuer. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y en avait certaines dans le chat. Pardon. Hop. Alors, il y avait une question sur les lois. Est-ce qu'il existe des lois sur l'éco-conception? Alors, celle-là, je peux peut-être y répondre partiellement. Donc, il n'y a pas de loi sur l'éco-conception aujourd'hui. Il y a la loi pour l'économie circulaire, dont vous avez sûrement déjà dû parler dans vos ateliers. Cette loi, elle concerne indirectement l'éco-conception, finalement. Enfin, le terme économie circulaire est beaucoup utilisé, mais finalement, l'éco-conception en fait beaucoup partie, puisque pour le secteur textile, du coup, ils imposent des exigences environnementales qui permettent de répondre au principe de l'éco-conception. Merci Clara. Il y avait aussi une différence une question sur la différence entre l'écotoxicité et la toxicité dans les Ah oui. actes. Ok. Oui, je ne suis pas revenue dessus parce que c'est des critères qui sont assez techniques, parce que l'idée, c'était vraiment de voir qu'il y avait plusieurs critères, mais il y en a un qui concerne la toxicité au niveau de la santé humaine et l'autre de l'écotoxicité des écosystèmes terrestres. Merci. Alors, juste, je vais passer aux questions qui sont dans le questions et réponses. Je vois qu'il y a certains qui ont commencé à utiliser la fonction. Vous pouvez aussi liker les questions qui vous intéressent pour permettre de remonter dans le chat. Donc là, on a une question sur quels sont les autres outils d'analyse. Ok, alors donc là, j'imagine qu'on parle des outils d'analyse environnementale, puisqu'il y a aussi des outils d'amélioration environnementale dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Mais donc, l'ACV, c'est l'outil le plus robuste finalement pour analyser les impacts. C'est celui qui est le plus précis. Mais il y a des outils d'ACV simplifiés où là, du coup, on est sur un niveau de précision un peu inférieur. Et je parle notamment de bilan produit et de la base impact proposée par l'ADEME qui sont gratuits. Et même, il y a une base de données textile qui est assez intéressante. D'ailleurs, c'est la base de données pour l'affichage environnemental textile. Après, il y a des outils encore plus simplifiés comme l'Equalizer, qui est un outil à score unique, qui donne un score d'impact environnemental à différentes matières, différents process. Et donc, rapidement, on peut faire des choix d'éco-conception et voir lequel est plus impactant. Voilà, il y a deux outils. Il y a aussi l'indice IG, le IG-MSI, Material Sustainability Index, qui permet de comparer les matières entre elles, selon 5 critères d'impact pertinents pour le secteur textile. Donc, on retrouve les critères dont je vous ai parlé et qui est aussi accessible gratuitement. Merci Clara. Bon, il y avait beaucoup de questions sur les outils. Alors ensuite, on a une question. Comment valoriser la durabilité du produit dans l'évaluation environnementale? On peut faire des économies sur les différents critères, mais avoir un produit avec une durée de vie qui soit plus courte.
par exemple. Alors, je cherche la question de chat, mais je ne la vois pas. Est-ce que vous pouvez la répéter, Clotilde, s'il vous plaît? Oui. Comment valoriser la durabilité du produit dans l'évaluation environnementale? Donc, c'est-à-dire que par exemple, on peut faire des économies sur les différents critères, mais en revanche, avoir un produit qui a une durée de vie qui est courte. Oui, alors augmenter la durée de vie du produit, finalement, c'est la stratégie qui marchera un peu toujours, puisque ça va diminuer le nombre de produits qu'on va vendre en augmentant la vie d'un, et donc ça va permettre d'utiliser, enfin de valoriser toute la matière qui a été transformée. Et donc, en fait, oui, c'est un peu compliqué parce que dans une analyse de cycle de vie, dans une évaluation environnementale, on définit en amont une fonction, l'unité fonctionnelle à laquelle doit répondre le produit. Et dans cette unité fonctionnelle, il y a une notion de durée de vie. Donc, il faut définir la durée de vie du produit. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va faire intervenir ce paramètre. Et à partir du moment où on essaye les impacts vont diminuer automatiquement. Oui. Ok. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions sur les outils. On nous demande des liens. Bon, on y répondra. On va vous envoyer un... Non, Adèle, tu voulais prendre le bras? Oui, on pourra vous partager les liens à l'issue de l'atelier. Là, je suis en train d'essayer de vous les mettre dans le chat en même temps, mais on pourra vous remettre tout ça en récap. Voilà, vous recevrez, enfin ça nous donne l'occasion de vous dire, vous recevrez un mail. Donc d'abord, il y avait des questions dans le chat. Effectivement, le webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui sera à nouveau visionnable. Et on vous enverra un mail à l'issue de l'atelier avec différentes ressources et notamment, on vous ajoutera des liens vers des outils d'évaluation. Alors là, j'ai une question de précision qui me semble importante. Calculer son bilan carbone, est-ce la même chose que faire de l'ACV? La réponse, c'est tout simplement non. Le bilan carbone, c'est centré sur la quantification de l'impact des émissions de CO2, alors que l'analyse de cycle de vie est du coup multicritère. Donc, il n'y a pas que l'effet de serre, comme je vous l'ai dit. On est vraiment avec une vision globale sur d'autres indicateurs d'impact. Ok. Merci beaucoup. Comment on évalue la durabilité? Comment faire la différence entre la durée de vie et la durée d'usage? Juste pour compléter sur le bilan carbone, il y a aussi une différence qui est que l'ACV, ça se fait sur un produit, alors que le bilan carbone, c'est sur les activités d'une entreprise. Et donc, pour la durabilité et la différence entre la durée de vie et la durée d'usage, alors la durée d'usage, du coup, ce serait plutôt des études consommateurs qui permettraient de donner ce type de réponse-là. Et la durée de vie, ce serait les tests de qualité que vous faites en entreprise et qui vous donnent la durée de vie réelle. Donc finalement, à partir de quel moment le produit ne peut plus vraiment répondre à sa fonction initiale. Ok, merci. Alors, il y a une autre question qui est, et donc là, pouvez-vous réexpliquer ce qu'est l'économie de la fonctionnalité? Clotilde, peut-être que vous pouvez mieux que moi. J'ai vu que vous avez un complément. Oui, alors l'économie de la fonctionnalité, enfin, très simplifié même, l'idée c'est de privilégier l'usage à la propriété, comme vous l'a dit Clara. Donc, c'est vraiment des changements de modèle économique qui, comme vous l'avez tout à fait résumé, Clara, qui permettent de repenser, de faire des changements de paradigme, puisqu'on vit dans une société qui est plutôt basée sur la propriété des produits. Et là, il s'agit non pas de les posséder, mais de les utiliser. Et donc, un des exemples... moi que j'aime bien utiliser, enfin d'abord j'ai deux exemples là-dessus. Le premier, c'est que le temps de vie moyen d'une perceuse, c'est 12 minutes. C'est-à-dire qu'on produit des perceuses qui sont de façon très globale utilisées 12 minutes dans toute leur vie d'usage. Donc d'où l'intérêt de la partager, cet usage. Et donc voilà, donc ça c'est un des exemples. Je me permets de citer Decathlon aussi, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, parmi d'autres marques qui réfléchissent à ces sujets et qui sont en avance. Mais Decathlon, ils ont beaucoup réfléchi à leur business model et notamment, ils ont réfléchi à
louer leur matériel de camping. Parce que c'est pareil, le matériel de camping, on achète une tente et puis finalement, elle reste dans son garage, dans sa cave, ou voilà, dans un espace de stockage pendant 11 mois et demi par an, et on l'utilise 2 semaines. Et donc, c'est pas mal de le partager. Ça permet, d'un point de vue environnemental, c'est très intéressant. Et donc, comme je le disais en commentaire à la prise de parole de Clara, la combinaison entre économie de la fonctionnalité et éco-conception, c'est vraiment intéressant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue business model. Alors, comment... Donc ça, c'était pour cette question-là. Ensuite, donc on a encore des questions qui arrivent. On ne va évidemment pas pouvoir répondre à tous parce qu'on a encore d'autres petites choses à vous dire. Ceci dit, concernant le choix des matières, le meilleur choix ne reste-t-il pas l'upcycling? Pas de création de nouvelles matières, donc économie de ressources naturelles, pas de transformation. Il reste le problème de l'entretien avec le rejet de microparticules dans l'eau. Oui, alors l'upcycling, c'est une solution, une stratégie d'éco-conception. Le meilleur choix de matière, c'est pas de matière du tout. Mais oui, c'est vrai que l'upcycling, c'est une solution. Après, ça a ses inconvénients, hein, puisque du coup, le stock de matière est quand même limité et ça nécessite beaucoup d'intelligence finalement pour créer de nouveaux produits à partir de cette matière qui a déjà été travaillée pour un autre usage. Et il peut y avoir aussi du coup une perte de qualité entre les devis de cette matière-là. Mais oui, c'est une stratégie qui pourrait très bien limiter les impacts. Ok, merci Clara. Alors je vois. Alors je ne sais pas, j'ai une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse. Existe-t-il, et Adèle éventuellement, existe-t-il une base partagée de durée d'usage / type de produit? Par type de produit. Pas à ma connaissance. Alors, je peux essayer de donner quelques éléments de réponse, mais ce ne sera peut-être pas une réponse figée à date. Il y a beaucoup de travaux au moment où on se parle sur cette question de la durabilité, de la durée de vie, de la durée d'usage. Autant des travaux à l'échelle européenne pour trouver un document qui soit un référentiel européen sur l'évaluation environnementale des produits, donc qui traite de la thématique de la durabilité. Et en France également, on a un groupe de travail qui est mené par le BNITH, le Bureau de normalisation de l'IFTH, qui travaille sur cette question de la durabilité et de la durée de vie des articles d'habillement. Donc, c'est des sujets qui sont tout à fait d'actualité, notamment avec la loi AGEC, que je pense une majorité d'entre vous devez connaître. Si ce n'est pas le cas, un replay sera bientôt disponible sur un webinaire qu'on a mené sur la loi AGEC. Donc, je vous invite à vous y référer. Mais donc, c'est des sujets qui sont tout à fait d'actualité, mais très complexes à évaluer. Donc, le sujet est à peine mûr au moment où on se parle. Merci Adèle. Alors, j'en profite pour vous dire que sur la question de la loi AGEC, comme ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne pendant le webinaire, ReFashion a fait un document qu'on pourra aussi vous remettre en lien, mais sur l'implication de cette loi sur le textile, ce qui est aussi encore une autre ressource. Il y a aussi une question sur la communication. On va faire le lien en fin de webinaire, mais sur la plateforme EcoDesign, vous avez une fiche sur la communication qui vous donnera des éléments, des pistes de réflexion. On va arrêter les questions pour le moment parce qu'on a encore d'autres choses à vous dire. Ce webinaire, il est conçu pour être court et pour vous donner envie surtout de continuer. Et justement, enfin, ça a été assez difficile de savoir... l'idée, c'était de vous donner envie et de vous dire donc qu'on peut aller plus loin. Et pour ça, Clara, je pense que vous avez des choses à partager avec les participants sur comment aller plus loin. Tout à fait. Alors, donc oui, si vous avez encore des questions, sachez que nous, on fait des modules de formation au pôle éco-conception sur l'éco-conception pour le secteur textile. Donc là, en 1 heure, c'était très difficile de faire rentrer beaucoup de contenu. Donc on a fait les bases, mais on va vraiment beaucoup plus loin dans ces 3 modules de 2 heures avec les dates qui sont présentées ici. Donc c'est au mois de juin, là, bientôt. Et donc, dans ces 3 modules, déjà dans le premier module, on aborde la définition de l'éco-conception comme je viens de le faire, mais en allant un peu plus loin. On situe aussi les impacts environnementaux sur le cycle de vie d'un produit textile.
On répond à la question pourquoi faire de l'éco-conception dans ce secteur aujourd'hui. On étudie un peu les attentes des consommateurs et voilà un peu pour le module numéro 1. Donc là, on est plutôt sur le contexte et les bases. Le module numéro 15, là, c'est plutôt sur les étapes de la démarche d'éco-conception. Donc que là, j'ai fait en vraiment 3 minutes. Mais on repasse vraiment sur chaque étape avec les enjeux, le rôle de différents métiers dans chaque étape. Et on déroule la démarche à travers une étude de cas textile. Donc un produit textile, c'est un manteau voilà, en coton. On détermine aussi de quelle manière l'évaluation environnementale intervient au sein de la démarche, puisque c'est un point clé qui n'est pas toujours bien compris. Et surtout, on a cette approche pluridisciplinaire qu'on a intégrée, puisqu'on a beaucoup de demandes là-dessus. On a des stylistes qui viennent nous voir pour savoir comment, eux, à leur échelle, ils peuvent intervenir dans une démarche d'éco-conception. Enfin, voilà. Donc, du coup, on essaie d'avoir cette approche pluridisciplinaire et d'apporter des réponses à tout type de métier. Et dans notre dernier module, là, ce serait plutôt les outils d'éco-conception. Du coup, si vous êtes curieux de savoir les différents outils disponibles, je vous conseille ce module-là. Et on va définir aussi comment choisir les outils d'éco-conception, à quelle étape de la démarche, par quel métier. Et puis, voilà le niveau contenu. Merci Clara. Alors juste pour s'inscrire concrètement, comment on fait? Je peux vous mettre le lien dans le chat ou aller sur le site, ou sinon vous pouvez me contacter aussi, parce que du coup on a ces modules de formation, mais si ça ne correspond pas à votre demande, on fait aussi du coup des accompagnements. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Et je vais vous partager le lien vers nos formations en ligne dans le chat tout de suite. Merci beaucoup. Alors, c'est tout ce qu'on a réussi à vous dire dans le temps qui nous était imparti ce matin. Vous avez compris qu'on avait encore plein de choses à vous dire, et notamment, il y a de nombreuses ressources qui sont sur ces sujets-là, sur la plateforme Ecodesign, qui a été créée et animée par Refashion. Adèle, je te laisse présenter la plateforme en 2 minutes. Oui, avec plaisir, merci beaucoup. J'ai vu une question passer dans les QR et on n'a pas eu le temps de toutes les traiter, mais il me semble que la question c'était comment se lancer dans l'éco-conception si on débute. Et donc cette plateforme Ecodesign, elle est là pour ça. Elle est spécifique au secteur textile et chaussures. Donc, elle a pour objectif de donner un socle commun, un socle de référence sur ces sujets d'éco-conception. Et on va retrouver dans cette plateforme divers contenus, qui soient des contenus documentaires. Donc, qu'on va retrouver dans une partie qu'on a appelée l'éco-veille. Donc, on va retrouver des guides, on va retrouver des rapports sur l'éco-conception. On va avoir aussi ce qu'on a appelé les anti-sèches. Donc là, par exemple, on a une anti-sèche sur qu'est-ce que la démarche d'éco-conception. Donc, on vous invite à y jeter un coup d'œil à l'issue de cet atelier. Ça peut être une bonne suite pour vous. Et puis, on va avoir d'autres types de contenus, comme des témoignages d'entreprises qui sont déjà lancées, elles, dans ces démarches, ou des fiches à vous de jouer pour vous donner une méthodologie en une dizaine d'étapes, par exemple, comment intégrer des matières recyclées dans un produit, ou comment faire en sorte que le produit ait une durée de vie plus longue. On en a beaucoup parlé. Donc, je vous invite à y faire un tour à l'issue de cet atelier, en espérant que ça puisse un petit peu prolonger ce webinaire d'1 heure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à tous et toutes. Un grand merci à Clara. C'était un plaisir de vous entendre parler, même si on entend tout le temps parler d'éco-conception, ça fait du bien d'avoir ces piqûres de rappel. Et puis, pour les débutants, et les débutantes, je pense que vous avez eu des premiers éléments. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase pour conclure sur le contenu qui est l'éco-conception, c'est une affaire de compromis. Ceci dit, je voudrais simplement repositionner les rendez-vous de l'éco-conception. C'est une animation qu'on a conçue pour faire vivre cette plateforme Ecodesign qu'Adèle vous a présentée. Ils ont lieu tous les mois et c'est une alternance entre des ateliers de sensibilisation, comme celui d'aujourd'hui, qui sont à grand public et qui durent 1 heure,
1 heure, c'est toujours trop court, mais c'est pour vous donner envie de revenir. Et des ateliers qui sont des ateliers d'accompagnement, qui sont plus longs et qui ont vocation à passer un petit peu plus de temps à réfléchir ensemble et qui ont lieu en petits groupes. Ça fait depuis novembre qu'on fait ces ateliers de façon mensuelle. Là, on est en pleine réflexion pour les thématiques. Donc là, on va vous remettre un questionnaire de satisfaction dans le chat pour le webinaire de ce matin. On vous invite à y répondre. Donc, le lien est dans le chat. Le lien sera également dans le mail qu'on va vous envoyer. Il y a 4 questions. C'est très rapide. Mais pour nous, c'est super important de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a manqué. Et on vous a rajouté une question aujourd'hui qui concerne les thématiques que vous aimeriez voir traitées dans de prochains ateliers. Une fois de plus, ces ateliers, on les fait pour vous. Donc, plus on a d'informations sur ce qui vous intéresse, plus on peut adapter notre proposition. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est important pour l'ensemble de la filière de savoir ce qui vous motive, ce qui vous gêne, ce dont vous avez besoin. C'était donc, et si vous voulez aussi mettre des propositions de thématiques dans le chat, c'est possible aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à nouveau à vous remercier, à remercier l'équipe de Refashion, à remercier Quentin et Mathilde qui n'ont pas pris la parole mais qui étaient en backup pour cette matinée, et à vous souhaiter une super journée. Au revoir à tous. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup.